Philippe Bobelin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. On vous accueille ici au Festival du potentiel humain, dont le thème principal est la notion de l'esprit, qui est souvent associée par défaut à la notion de conscience ou à la notion de mental. Et j'aimerais profiter de ce moment avec vous, avant que vous vous présentiez, pour approfondir un tout petit peu certains aspects de la complexité dans le vivant, dont vous êtes quelqu'un qui a beaucoup travaillé dessus, et le rapport qu'on entretient avec cette complexité. Alors, pour le peu de gens qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez, en 2 mots, vous présenter, simplement dire ce que vous avez envie? Alors, j'ai un parcours, on va dire, pluridisciplinaire. Je suis atteint d'une claustrophobie disciplinaire. D'accord. Ça veut dire que j'ai du mal à rester dans une discipline. Mhm. Pour moi, les disciplines doivent dialoguer entre elles, elles doivent échanger. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé l'unité du savoir, où les sciences dures et les sciences humaines dialoguent. Alors, mon parcours a été d'abord la physique théorique, puis la biologie, puis l'anthropologie, la psychanalyse. Voilà. Mais là, vous avez parfaitement défini les raisons principales pour lesquelles on tenait absolument à vous avoir avec nous lors de ce festival. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte en science que le progrès ne passera que par l'interdisciplinarité, c'est-à-dire par le fait de relier ce que les différentes branches de la science a passé beaucoup de temps à séparer. Et vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes quand même certains, encore actifs, à avoir effectivement touché de façon profonde à plusieurs aspects de la science. Et je pense personnellement que nous avons beaucoup à apprendre de personnes comme vous qui pouvaient justement faire ce pas supplémentaire qui est le fait de faire des liens entre les différentes branches. Parce qu'aujourd'hui, on a beau être spécialiste dans un aspect, dans une vision, je dirais, de la science, on est finalement spécialiste que de quelque chose de très réductionniste, isolé de toute la systémie, de toute la globalité. Et donc, on se perd un petit peu dans quelque chose qui a peut-être peu à voir avec la réalité de la complexité dans laquelle nous vivons. Oui, vous avez raison. On pourrait dire du spécialiste, ce que disait Georges Bernard Shaw, à force de connaître tout sur rien, le rien étant une spécialité, on finit par connaître rien sur tout. C'est ça. Alors, étymologiquement, intelligence, ça vient de interlegere, c'est lier les choses les unes aux autres, c'est évidemment la capacité de pouvoir s'adapter, c'est donner sens à ce qu'on vit, et puis évidemment, c'est résoudre des difficultés. Mais donner du lien entre les choses, on pourrait dire que c'est la vie, c'est la philosophie du vivant, qu'on soit dans la physique ou dans la biologie. La vie ne réside pas dans les choses en elles-mêmes, mais dans les liens qu'elles établissent entre elles. Alors pour un physicien, ce sont des interactions qui vont faire émerger des propriétés entre atomes et molécules. Pour un biologiste, il y a des échanges de matière, même de vibrations. Donc on peut dire qu'une discipline, si elle n'est pas en mesure de dialoguer avec d'autres disciplines, est une discipline morte. La mort étant l'absence de lien. Exactement. Donc il faut revivifier le savoir et inviter chaque discipline à dialoguer avec d'autres disciplines. Ah, je vous rejoins totalement, parce que moi j'ai donné une conférence ce matin justement sur le pouvoir de l'esprit sur la santé. Et là où la majorité des gens pensaient que j'allais parler de l'effet placebo, j'ai au contraire, en amont, parlé des problématiques qui, à mon sens, aujourd'hui nous empêchent d'appréhender objectivement la notion de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il y a une approche qui est erronée. Et c'est pour ça que l'on bute depuis tant d'années à essayer d'appréhender la complexité de la conscience. Je m'explique. Aujourd'hui, l'approche de la tentative de compréhension de la conscience, elle se fait justement par des disciplines isolées. C'est-à-dire que, schématiquement, on parle essentiellement des sciences cognitives, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui contiendrait la clé de la compréhension de la conscience. Et même si, aujourd'hui, nous avons des éléments très probants qui montrent que la conscience n'est pas dans le cerveau fait quand même partie de ce mécanisme-là. Et donc, on a tendance à déplacer systématiquement notre attention vers des zones
mais à les remplacer au lieu de les ajouter. Et ce que j'ai proposé, et vous me direz ce que vous en pensez, mais ce que j'ai proposé ce matin dans mon travail, c'est de reconsidérer les liens qu'il existe entre des structures qui nous sont apparues ces dernières années comme véritablement, je dirais, impactantes, c'est-à-dire qu'effectivement on avait le cerveau au départ à qui on attribuait toutes les fonctions. On a vu par la suite, on a eu la révolution du microbiote intestinal qui a redonné une part belle au système nerveux entérique, à toute la partie, donc effectivement avec les 500 millions de neurones que l'on peut avoir, avec ce nerf vague qui va avoir des informations qui vont être beaucoup plus importantes dans le sens vers le cerveau que vers l'intestin. Donc toutes ces informations-là ont remis en avant un petit peu l'intestin. Puis on a eu une troisième révolution au niveau du cœur. On a appris que le cœur, effectivement, produisait dans les années 80 une hormone, donc c'était une glande endocrine, donc ce n'était pas un simple muscle qui se contractait, qui transférait le sang. On a découvert aussi qu'il produisait un champ électromagnétique, et un champ électromagnétique qui est bien plus puissant que celui du cerveau, donc le plus conséquent au niveau de l'organisme. Et donc, en plus de cela, j'ai traité trois autres aspects qui me paraissaient fondamentaux, qui sont la notion en physique de lumière, la notion de l'eau, telle que nous l'avons, pareil, découvert que ce soit avec Benveniste, avec Pollack, avec Montagnier, avec tous ces gens-là. Et le dernier thème que j'ai abordé, c'est le tissu conjonctif, qui pour moi, au travers du fascia, le fascia se présente en fait comme une condensation de la lumière et de l'énergie dans le corps, qui permet de relier, encore une fois, tout ça. Et que c'est en étudiant, non pas ces choses-là, mais la relation qu'il y a entre ces choses-là, que nous pourrons peut-être reformuler la question de l'esprit et de la conscience, de ce qu'elle représente, pour pouvoir débloquer, je dirais, cette espèce de carcan dans lequel on s'est enfermé et où on n'arrive plus, en fait, à obtenir de résultats significatifs pour avancer dans notre compréhension. Oui, vous avez tout à fait raison. J'ajouterais que même, comme disait Paul Valéry, maître cerveau sur son homme perché, tenait dans ses plis son mystère. On est en train de revaloriser le tissu glial, qui est un tissu conjonctif, à tel point que certains pensent que l'homme, il est gliano-neuronal, ou carrément l'homme glial. Donc, les neurones ont pris la place principale, et on s'aperçoit que peut-être les cellules gliales sont le moteur du fonctionnement du cerveau qui n'est pas séparé du corps. Je crois qu'on est en train de définir encore l'existence d'une séparation entre le corps et l'esprit. Et Pascal, dans ses pensées, disait « L'homme étant lui-même le plus prodigieux objet de la nature, car il ne peut concevoir ce qu'est un esprit, encore moins ce qu'est un corps, et moins encore qu'aucune autre chose, comment un corps peut-il un esprit ?» C'est là le comble de ces difficultés, et pourtant c'est sa nature propre. Vous voyez, on n'a rien à rajouter. On est toujours dans une séparation du corps et de l'esprit. Alors, on s'est rendu compte, grâce aux expériences de Benjamin Libet, qu'une des dimensions du vivant, c'est la capacité d'anticiper. Vous parliez du champ magnétique émis par le cœur. Il est 5000 fois plus puissant que le champ magnétique émis par les autres organes. On s'est rendu compte que quand on faisait défiler d'une façon aléatoire des images qui peuvent provoquer soit un stress, soit une détente, avant que l'image ne soit proposée au sujet, le cœur réagit pour exprimer un stress ou une détente, et ensuite le cerveau a allumé les zones cérébrales correspondant au stress ou à la détente. Donc le premier à réagir, c'est le cœur, et le cerveau en second. Donc on est l'écho d'une action. Et Benjamin Libet a fait plus de 20 millions de mesures. Donc c'est cette dimension. Alors c'est une anticipation de l'ordre de 0,5 secondes, ce qui est quand même assez énorme. C'est conséquent. Alors Penfield, qui avait dirigé à Montréal l'Institut de neuroanatomie, est arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas, avec les outils de l'époque, c'est toujours vrai, localiser la conscience, l'imagination. Maintenant on sait, grâce aux expériences aux frontières de la mort, il y a une conscience extérieure, que certains appellent la conscience intuitive extra
neuronale et la conscience analytique cognitive. La conscience analytique cognitive, c'est ce qu'on pourrait appeler la conscience endogène, et la conscience intuitive extraneuronale, c'est une conscience exogène. Donc le corps fonctionne de façon unitaire, et donc Andrew Taylor-Still, dans son approche, disait que le corps est un système biologique unitaire. Il avait déjà compris qu'on ne peut comprendre le vivant que en considérant ce vivant dans sa dimension unitaire. L'unité, c'est la somme des complémentarités, donc chaque territoire du corps a une complémentarité. Alors, le fait de considérer, c'est depuis Rudolf Virchow, un médecin qui a fait sa carrière en Allemagne, que la cellule était l'élément fondamental du vivant. Il considérait que la maladie venait d'un dysfonctionnement cellulaire. Cellule, ça vient du latin cellula, ça veut dire cellule de moine, isolée. En fin de compte, le vivant, c'est les cellules plus le tissu conjonctif. Et si on veut revenir à l'unité fondamentale, c'est la cellule et le tissu conjonctif. La cellule est une abstraction morphologique qui n'a aucun sens en dehors du milieu vital cellulaire. C'est ça. Donc, ça sert à quoi de redéfinir le vivant? Ben, ça donne une autre dimension. Déjà, on envisage le vivant dans un continuum, puisque le tissu conjonctif est partout, depuis le cerveau jusqu'au doigt de pied. Donc, les cellules sont déposées sur ce tissu conjonctif, et ça ressemble un petit peu à ce que les astrophysiciens nous disent de l'univers. On parle de continuum spatio-temporel. On pourrait donner cette image d'une toile de trampoline sur lequel des objets célestes sont posés. Ben là, la toile de trampoline, c'est le continuum qui est constitué du tissu conjonctif. Alors, le tissu conjonctif, vous avez une substance fondamentale, vous avez des protéines et vous avez les cellules. Si on enlève les cellules, on parle de matrice extracellulaire. Et cette matrice extracellulaire qui a pris différents noms, fascia, système de régulation de base, milieu extracellulaire, c'est vraiment la trame du vivant. Donc on voit bien que les cellules sont organisées en tissus et en organes, et ça va courber ce tissu conjonctif. Alors le tissu conjonctif joue un rôle énorme puisqu'il piège les toxines, comme on dit, les toxines produites par le corps, les homotoxines. C'est un milieu qui régule le pH, l'oxydoréduction. C'est un milieu hydrophile qui est chargé en eau et ça permet de diluer les toxines et l'eau. Vous avez parlé du 4e état de l'eau de Gérald Pollack. Gérald Pollack s'est rendu compte que quand on mettait de l'eau dans un récipient avec des parois hydrophiles, eh bien, il y a une zone qu'il appelle la zone d'exclusion, easy water en anglais, où tout ce qui n'est pas de l'eau, tout ce qui n'est pas aqueux est chassé. Et donc, ça fait une sorte de mur de charge négative, et tout ce qui est en dehors de cette zone d'exclusion qu'on appelle le bulk water est chargé positivement. Donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de condensateur ou de batterie qui est rechargeable d'ailleurs par les infrarouges, d'où la nécessité, quand on fait ces exercices de yoga, ces asanas, de le faire avec la lumière, le soleil. Ce que disaient les hygiénistes, le soleil, l'eau et la nutrition étaient les éléments fondamentaux de la santé. Et donc, tout est recouvert d'eau, on s'appelle ça la solvatation, et donc cette couche d'eau apporte l'énergie nécessaire. On pourrait parler de l'esprit vital, la force vitale, on peut l'appeler comme on veut. Mais en tous les cas, l'eau est un partenaire du vivant indéniable. On peut dire que la biologie, c'est la science de l'eau. Donc, Gérald Pollack a appelé cette organisation spéciale de l'eau, où l'eau s'organise sous forme d'hexagone. Les molécules d'eau sont posées sur une organisation hexagonale, comme un nid d'abeille en couches superposées. Il a appelé ça le 4e état de l'eau. Alors, on doit ajouter un état supplémentaire de l'eau en plus de l'état solide, liquide et gazeux, c'est l'état easy water qui est entre le solide et le liquide. C'est ça, exactement. Et tous ces travaux ont également, je trouve, montré le duo que fait quand même l'eau et la lumière. C'est-à-dire que l'eau, effectivement, soulève énormément de... Aujourd'hui, l'eau, quand on en parle, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement banal et surtout quelque chose qu'on a parfaitement compris. Or, c'est l'un des éléments qui soulève le plus d'interrogations, qui soulève le plus de mystères, parce qu'il ne répond pas, même de façon physico-chimique, à son environnement de façon
je dirais, standard, de façon classique, et elle présente clairement des propriétés biologiques, mais qui dépassent de loin l'imaginaire, en tout cas, qu'on en a. Je donnais l'exemple tout à l'heure, lors de mon intervention, du fait que l'ADN est lui constitué en fait d'eau, et que cette eau-là, justement en jouant sur les charges, permet de contenir, c'est-à-dire d'être un contenant pour que la double hélice puisse se présenter. Et l'absence d'eau, c'est-à-dire que la durée de vie d'une double branche d'ADN, d'un double brin d'ADN sans eau, est, je crois, évaluée à l'ordre de 50 picosecondes ou quoi, parce que justement, sans cette régulation des charges, il disparaît ou il explose. Oui, c'est tout à fait. Martin Chaplin, qui est un chimiste anglais, a pointé un minimum de 38 propriétés anormales de l'eau. Par exemple, c'est un liquide en apparence simple, aqua simplex, aqua complexe, un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. En fin de compte, ça fait comme un compas. Mais c'est une molécule qui a des charges. L'oxygène est chargé négativement, les 2 atomes d'hydrogène sont chargés positivement. Pour revenir sur le tissu conjonctif est fait de molécules qu'on appelle des protéoglycanes, qui sont des sucres associés 2 à 2. On appelle ça des glycoaminoglycanes, et ils attirent les molécules d'eau parce que ces molécules sont chargées négativement. Donc l'interaction électrique que tout le monde connaît, 2 charges de signes électriques opposés s'attirent, s'applique exactement. On peut dire que quand on regarde les gens qui vieillissent bien, ils conservent une bonne quantité d'eau, en effet de à peu près 65% en poids d'eau pour une personne qui n'a pas un problème de surpoids. Et vieillir, c'est se déshydrater. Un embryon d'un mois est fait de 98% d'eau, c'est plus liquide que la méduse. Ensuite, on va dire à 8 mois, 75% d'eau. Quand il arrive au monde, il va être à peu près encore à ce pourcentage, 70-75. À l'âge adulte, 65%, et on peut chuter à 55% et moins. Ce qui fait que les gens qui ont passé le sec, quand vous les regardez, ils ont une bonne hydratation de la peau, pas trop de rides. Et donc c'est un signe que la biologie a gardé l'élément fondamental du vivant, qui est l'eau. On peut dire aussi un bon sommeil, parce que le bon sens populaire dit « je dors comme un bébé ». L'eau, le sommeil, la récupération. Oui, alors vous avez parlé de la lumière. Oui, la lumière joue un rôle. Gurdjieff et d'autres biologistes russes s'étaient rendus compte que le vivant émettait des rayonnements qu'on a appelés biophotoniques. Par la suite, c'est Fritz Albert Popp qui a beaucoup travaillé, un biophysicien allemand. L'ADN émet un rayonnement cohérent, qui est l'équivalent d'un rayonnement laser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution. Les êtres unicellulaires, c'est-à-dire les bactéries, les paramécies, n'émettent pas ce rayonnement. Ce rayonnement est émis par les cellules animales et végétales. Il y a comme eu un saut. Tout à fait. Et on s'est rendu compte qu'un des mystères dans l'organisation de l'ADN, il y a des zones très répétitives, moins répétitives. En fin de compte, l'ADN, je ne parle pas de sa forme en double hélice, mais sa composition en termes d'éléments de base, les nucléotides, vont amener une lumière incohérente à se transformer en lumière cohérente. On pourrait presque parler d'entropie lumineuse. C'est-à-dire qu'une cellule, quand elle se dérégule, quand elle commence à avoir du dysfonctionnement, elle perd le caractère cohérent de son rayonnement. C'est comme une ampoule qui va émettre la lumière dans toutes les directions. Et donc tout le monde sait qu'un rayonnement laser, c'est un rayonnement unidirectionnel qui est, on peut le représenter par une sorte de cône, voilà, de cylindre, et il délivre à distance une forte puissance. Donc ça permet aux cellules de pouvoir dialoguer au-delà du micromètre, la proximité immédiate, même le centimètre, une centaine de centimètres. Sur des distances que nous n'avons pas l'habitude de nous représenter quand on pense à la régulation notamment du vivant.
Et toutes les expériences qui avaient été faites au sein de l'organisme par Fritz Bob, justement, montraient qu'il y avait de nombreux organes dans l'organisme qui produisaient beaucoup de biophotons, notamment le cerveau, et que finalement, au fur et à mesure, ce rayonnement lumineux, qui au départ lui apparaissait comme une simple communication interne, mais immédiat, local pour l'organisme, est devenu un moyen de communication externe entre les espèces elles-mêmes. Oui, bien sûr. On s'est rendu compte que quand vous mettez des poissons âgés face à des jeunes poissons, vous accélérez le développement embryologique. Alexandre Gurevitch s'était rendu compte quand on mettait des radicelles de poireaux âgés face à des jeunes radicelles de poireaux, il y avait un rayonnement qu'il appelait mitogénétique qui entraînait une stimulation de la division cellulaire. Il a appelé ce rayonnement mitogénétique puisqu'il stimulait la mitose. Donc oui, le vivant échange, mais pas que de la matière, il échange également des ondes. Et donc on est en train de découvrir en dehors des réseaux d'acupuncture, des réseaux qui ne sont pas très connus, le réseau de Kim Bogan, qui est un biophysicien coréen, Corée du Sud, qui a découvert que sur le système lymphatique, sur le système de circulation sanguine, il y avait un réseau qu'on a mis en évidence avec des nanoparticules fluorescentes où circule de l'ADN nu. Ça joue le rôle de fibre optique. Et pareil, j'ai un ami, Jean-Claude Gaverteau, qui est chirurgien à Bordeaux, qui a mis en évidence un réseau de fibres qu'il a mis en évidence par de l'endoscopie. On met avec l'accord évidemment du patient. On étudie le vivant, parce que le problème de la médecine allopathique, on va dire, elle a essayé de comprendre le vivant à partir de cadavres. Donc c'est transformer la mort en vie, il manque une dimension. Voilà. Et cette dimension qui manque, c'est justement cette notion de complexité, de complémentarité qui est propre d'ailleurs à la physique quantique, puisque Niels Bohr, un des pères fondateurs de la mécanique quantique, avait coutume de dire les opposés ne sont pas contradictoires, mais deviennent complémentaires. Par exemple, dans la physique classique, vous avez d'un côté les atomes, de l'autre les ondes. Donc on décrit la matière par la mécanique et les ondes par l'optique, mais on ne peut pas décrire la matière par les équations de l'optique et vice-versa. En physique quantique, un atome a simultanément une double dimension onde et corpuscule, et le fait d'avoir cette double dimension, c'est une unité, c'est de la mécanique quantique. Donc les opposés, quoi de plus opposé à la matière que l'onde? La matière est finie, l'onde est infinie, la matière est substantielle, l'onde est immatérielle, et on peut envisager la matière au repos et essayer d'arrêter la lumière. Donc ce sont des qualités tellement opposées. Il y a un terme en français, on parle d'oxymore ou d'oxymoron, comme l'ignorance encyclopédique, la neige brûlante, si j'osais, un politicien honnête, français bien sûr. Voilà. C'est des qualités tellement opposées, et pourtant ces qualités opposées sont réunies dans le domaine microphysique. Donc oui, il y a plein de... Je pense qu'à une époque, il y a une alliance entre les mathématiques et la physique. Il faudrait qu'il y ait une alliance entre la physique et la biologie, bien au-delà de la biophysique. On sait par exemple que l'ADN produit des ondes qu'on appelle des solitons, qui sont des ondes qu'on pourrait résumer par un grand sommet, un grand creux. Et ces ondes sont insensibles à tout obstacle rencontré, ils ne perdent pas d'énergie. Donc l'ADN produit des solitons. Une molécule, pour un physicien, c'est un dipôle électrique. Il y a des charges positives et des charges négatives. Globalement, un atome, on peut donner cette image fausse, c'est un mini-système solaire. Vous avez au centre de l'atome l'équivalent d'un soleil intraatomique, le noyau nucléaire, qui est fait de protons chargés positivement et de neutrons qui, comme leur nom l'indique, sont neutres, et autour de ce noyau gravitent sur des orbites, ce qui serait l'équivalent d'une même planète, la Terre, chargée négativement. Donc ce qui fait que l'atome est chargé positivement et négativement. Tous ces électrons qui gravitent comme des abeilles autour du centre, eh bien on peut les réunir pour créer un barycentre de charge, ce qui fait que globalement vous avez une grosse charge négative et un centre positif. Donc ça crée un dipôle électrique.
Il y a la piézoélectricité, c'est la propriété qu'ont certains matériaux, les cristaux, mais aussi les os, la dentine, etc., de créer des courants électriques quand on les soumet à des contraintes. Voilà, les biophotons qu'on évoquait, voilà, quelques nouvelles énergies qui circulent dans le vivant et qui contribuent à ce que le vivant soit unitaire. Alors, tout ce que vous citez là me ramène à la question suivante. Parce qu'au sein de l'Académie, donc homéorésie et principe du vivant, notre objectif, effectivement, c'est prenant conscience du décalage historique qu'il y a eu entre les découvertes scientifiques et leur intégration, la compréhension de leur implication dans les sciences du vivant. On a toujours vu qu'il y avait presque un siècle de décalage entre les deux. Tout à fait exact. Et l'objectif donc de cette Académie, c'est de reprendre l'histoire, parce que c'est probablement ce qui est le plus important, l'histoire de ces révolutions scientifiques, pour essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants, mais surtout pour en mesurer les implications, pour essayer de comprendre pour quelles raisons est-ce qu'on a pris autant de retard à intégrer tous ces phénomènes-là en biologie, alors qu'elles sont déjà présentes. Et donc on se comporte comme si on attendait encore de nouvelles révolutions, alors que nous n'avons toujours pas assimilé, compris les implications des précédentes. Et donc j'aimerais essayer avec vous, si vous voulez bien, de faire un petit parcours par rapport à votre expérience. Quelles sont d'une part les révolutions en termes de science à partir du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui qui ont véritablement le plus chamboulé nos paradigmes et notre perception de ce monde et de la notion même de réalité, et ensuite lesquels parmi ceux-là vous semblent poser le plus de problèmes aujourd'hui pour que l'on puisse s'émanciper, je dirais, d'un certain niveau de dogmatisme qui nous empêche de dépasser une vision trop réductionniste. Oui, alors on peut dire que la physique s'est détachée de la métaphysique, bien que la métaphysique soit intéressante. Newton arrive, il invente le calcul différentiel et intégral en 1666, et il va donner les lois de la mécanique, ce qui va permettre de comprendre pourquoi quand on trébuche on tombe, pourquoi une pomme qui se détache d'un pommier tombe au sol et comment la Terre tourne autour du Soleil. Il raisonne en termes de force. Alors, effectivement, ça a donné des implications, puisque l'ostéopathie va raisonner en termes de squelette. Qu'est-ce que c'est? C'est des articulations, des genoux, du cartilage, etc. Donc, ça permet de comprendre un peu les lois de la mécanique. Il y a eu une bonne alliance, je veux dire, entre les lois de la mécanique appliquées au corps, ce qu'on appelle la biomécanique. Alors, une autre révolution, ça a été James Clerk Maxwell, à la fin du 19e, dans les années 1865-69, il va comprendre que la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques et qu'elles se comportent comme un rayonnement lumineux. Donc, Hertz va l'aider à mettre en évidence ces ondes. Et c'est la découverte des équations de Maxwell. Donc évidemment, à partir du moment où la physique fait rentrer dans l'univers de la science les ondes, ça annonce les radios à base de rayons X, etc. Et on donne une compréhension de l'univers ondulatoire. Et la difficulté, c'est que les ondes sont invisibles. Voilà, et on doit composer avec des objets qui sont invisibles. Et puis, vont arriver la révolution quantique, je dirais deux révolutions. En 1900, c'est les prémices de la physique quantique. C'est assez paradoxal puisque Max Planck ne croit pas à l'existence de l'atome. Il va travailler sur un problème qui relève plus de la lumière que de la matière, à travers des fours spéciaux qu'on appelle les corps noirs. Et pour faire coïncider l'expérience à la théorie, il va considérer que l'atome, auquel il ne croit pas, émet de la lumière par paquet. Donc il peut émettre un paquet de lumière, en latin c'est un quantum, ou deux paquets, 2 quanta, 3 quanta, etc. C'est toujours un nombre entier de quanta. Et puis ça va être
le premier édifice pour ébranler la physique quantique. Au passage, excusez-moi, mais il va s'appuyer sur les travaux de Ludwig Boltzmann, qu'il a complètement renié, méprisé comme beaucoup d'autres, et qui du coup a disparu complètement de l'histoire des sciences. On n'en parle quasiment jamais quand on parle de la révolution scientifique. Il a été même jusqu'à se suicider, Ludwig Boltzmann, en 1906 d'ailleurs. Il a été le premier à essayer de comprendre pourquoi, quand vous avez une source chaude et une source froide, vous avez un transfert thermique. Il croit à l'existence des atomes. Et il va montrer que quand le système évolue et qu'on a deux sources à la même température, alors qu'au départ elles étaient à des températures différentes, eh bien on a fait monter l'entropie, le désordre. Et ça a été une première façon de donner corps à l'hypothèse atomique qui avait été envisagée par les atomistes Démocrite et Leucippe 5 siècles avant Jésus-Christ. En 1905, Albert Einstein va développer la relativité restreinte et d'ailleurs, il va détourner un peu les travaux de Max Planck dans le sens où il va considérer, pour expliquer l'effet photoélectrique qui amène une plaque métallique irradiée par de la lumière arrachée, à se faire arracher des électrons en fonction de la puissance du rayonnement. Donc ça ne marche pas avec la lumière visible, ça marche avec les UV. Et ça dépend du matériau. Et il est amené à considérer que la lumière transporte un paquet d'énergie. Donc on est dans une description quantique, on ne parle plus de lumière, on parle de photons. Et puis en 1915, on va révolutionner la conception de l'univers en disant que la gravitation, ce ne sont pas des forces qui s'exercent entre les corps célestes. Par exemple, le Soleil attire à lui la Terre, donc de la Terre par une force dirigée vers le Soleil qu'on pourrait appeler une force centripète. Et si la Terre ne tournait pas autour du Soleil, pour dégager une force opposée, une force centrifuge de même intensité, la Terre finirait par tomber sur le Soleil. Lui, il va considérer qu'il n'y a plus de force, mais que le Soleil et la Terre déforment l'espace-temps, créent ce qu'on appelle des géodésiques, qui sont comme des sortes de rails sur lesquels les planètes circulent. Donc on dit qu'il a géométrisé la gravitation. À partir de là, la physique quantique continue à évoluer. D'ailleurs, Einstein, qui a été un des premiers à impulser la révolution quantique, la théorie des quantas, va s'écarter de la physique quantique, et la physique quantique va continuer sa progression. Ça va donner par la suite la physique des solides, les transistors, le laser, les ordinateurs, la chaîne IFI, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps d'intégrer ça. Alors, ce qui est quand même curieux, des fois, on a des réactions curieuses. Si vous prenez un cancérologue, on lui apporte un beau cliché de RMN, résonance magnétique nucléaire. C'est la physique du noyau. Quand on applique des champs importants de plusieurs Gauss sur le noyau, eh bien, on peut agir sur les composants du noyau, en particulier des atomes d'hydrogène, et avoir un signal. Donc, on peut avoir un degré de résolution. Mais quand il va soigner son patient, en quelques secondes, il régresse d'un siècle. C'est-à-dire, seule la matière intervient, la physique quantique, non, on ne peut pas l'utiliser pour soigner. Donc, on va dire que la physique allopathique, la médecine allopathique, a intégré, sans le savoir, la physique quantique, mais ne l'intègre pas jusqu'à ses soins. En fait, elle a intégré dans sa technologie, dans les outils qu'elle emploie, essentiellement pour l'imagerie, mais le problème, c'est que l'imagerie en tant que telle, elle n'a aucun sens, c'est l'interprétation qui donne du sens à l'imagerie. Et l'interprétation, lui, va quand même se faire au travers d'un prisme, on va dire newtonien, ou voire même... vous avez raison, la médecine allopathique repose principalement sur la physique newtonienne. C'est ça. On a admis la physique moderne. Ce que j'appelle la physique moderne, c'est la mécanique quantique pour la radiologie. Mais la radiologie, c'est pas les soins, c'est une façon d'avoir un territoire balisé pour voir ce qu'il faut soigner. Mais après, le soin, on revient à la matière, donc on a comme choix l'exérèse chirurgicale, la radiothérapie, la chimiothérapie. Mais quand vous faites une imagerie, par exemple, vous faites
déjà, vous ne voyez même pas la réalité, vous voyez une reconstitution. D'accord ? Et cette reconstitution, elle est instantanée. Et donc, on retombe là dans les excès, je dirais, de cette vision réductionniste que nous a transmis notamment René Descartes, qui nous a énormément aidés, mais dont nous avons abusé, ou du moins nous avons oublié les limites. Et du coup, en fait, on donne des implications et des propriétés à tous ces éléments réductionnistes, comme l'imagerie, qui n'ont très peu de sens et de contrepartie dans la réalité. C'est-à-dire que quand on fait une imagerie, c'est dans l'instant T, mais si vous refaites cette imagerie X temps après, en fonction des facteurs environnementaux avec lesquels il interagit, en fait, vous n'aurez plus la même image. Et donc, comment ça se fait qu'on attribue aujourd'hui autant d'importance dans le cadre notamment d'un diagnostic et pire, dans l'attribution, par exemple, d'un traitement, et là, je ne parle pas que de l'allopathie, je parle généralement, même quelqu'un qui veut simplement se soigner. Comment ça se fait que nous basons aujourd'hui un choix aussi important et conséquent que notre soin et notre santé sur des interprétations qui, nous le savons, sont dépassées depuis un siècle? Oui, ça fait partie des paradoxes d'une discipline. Je crois que la médecine, mais c'est vrai aussi pour la biologie, vous voyez, on utilise la diffraction au rayon X pour établir la structure d'une protéine. On a des techniques qui ont été inspirées par la physique, mais fondamentalement, la description du vivant est une description qui repose sur la physique classique. Exactement. Alors le vivant, c'est un triple flux de matière, d'énergie et d'information. On peut réunir matière et énergie, E égale mc carré, équivalence matière-énergie, mais l'information, c'est assez difficile à définir. On n'a pas une théorie de l'information, même si on parle d'information génétique, voilà. On n'a pas une théorie de l'information. Alors, peut-être celui qui a mieux défini l'information, c'est Norbert Wiener, un mathématicien qui a dit que l'information n'est qu'information. Néanmoins, il a besoin de cette matière et de cette énergie pour être véhiculé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'information avec la matière et l'énergie. Par exemple, une voiture, c'est de la matière. Quand elle roule, c'est de l'énergie cinétique, mais c'est le conducteur qui va donner la direction à la voiture. Donc on ne va pas confondre le conducteur avec la voiture. On sait très bien que c'est le conducteur qui va donner la direction, donc l'information, où aller à la voiture. Et on ne confond pas les deux, mais on a du mal à confondre. Alors, John Archibald Wheeler, qui fut le collaborateur de Niels Bohr, il a travaillé avec Albert Einstein, qui fut en pointe de la physique théorique, il a travaillé aussi sur les trous noirs, disait « Quand j'ai commencé ma carrière, je pensais que tout était matière. Au milieu de ma carrière, je pensais que tout était énergie. Et maintenant que je me rapproche de la mort, je pense que tout est information. » Donc il a vécu les trois phases, la phase matérialiste, la phase énergétique et la phase informationnelle. C'est ça. C'est ça. Et on se rend compte effectivement aujourd'hui que cette notion d'information nous renvoie à des concepts comme l'entropie, par exemple, qui sont difficilement appréhendables et même mal compris dans des sphères qui sont censées les maîtriser au mieux. Moi, je me suis renseigné un petit peu pour étudier l'entropie, à quoi ça correspondait, mais je peux vous assurer que même chez des physiciens, j'ai reçu différentes interprétations. Et je pense que c'est notamment lié au fait que nous avons une compréhension justement de cette notion d'information qui soit est biaisée, soit est incomplète. Oui, l'entropie, c'est un concept qui n'est pas facile à définir. Si on prend la source chaude et la source froide, dans la source chaude, vous avez des atomes agités, et dans la source froide, vous avez des atomes moins agités. Or, les atomes vont aller vers une espèce d'extension spatiale par un mouvement qui ressemble à celui de l'alcoolique, un mouvement brownien. Et prenons un exemple un peu théorique. Vous avez une source chaude où 100% des atomes sont dans cette source chaude, qu'on va considérer être à gauche, et la source froide n'a pas d'atomes. Qu'est-ce qui va se passer? Les atomes agités vont aller rejoindre la source froide, mais au bout d'un moment, vous ne savez pas quels sont les atomes qui sont restés dans la source chaude et quels sont les atomes qui ont été explorés dans la source froide. Et en fin de compte, on constate que
on a perdu en information. L'information de départ, c'était 100% des atomes sont dans la source chaude. Quels sont ceux qui sont restés dans la source chaude et ceux qui ont été rejoints de la source froide? On ne peut pas le savoir, on ne peut pas mettre un dossard sur les atomes. On dit que le système a perdu en information, il a gagné en désordre, et le désordre, on l'appelle entropie. C'est exactement ce qui se passe quand vous avez une tasse de café chaude ou de thé. La chaleur sort du liquide chaud et va aller agiter les molécules dans l'enceinte. Et donc c'est venu d'un Français, Carnot, qui s'est rendu compte que la chaleur était une forme d'énergie. On peut transformer 100% d'un travail mécanique en chaleur, mais la chaleur, quand on essaye de la transformer en travail mécanique, il y a une perte qui est de plus de 80%. Le rendement théorique de Carnot, c'est minimum 20%. Et tout simplement parce que la chaleur, au lieu d'aller faire tourner une roue à eau, par exemple, elle a été agitée les molécules de l'atmosphère. Donc elle s'est dispersée. Et c'est ça qu'on appelle l'entropie. Donc Einstein fera sa thèse, d'ailleurs, de doctorat sur l'entropie pour savoir si effectivement la situation est figée ou en permanence, ce qu'on appelle un équilibre, il y aura autant, la seule chose qu'on puisse dire, si vous avez 5 atomes dans la source chaude et 0 dans la source froide, on va prendre 10, ça sera plus simple, 10 atomes dans la source chaude et 0 dans la source froide, au bout d'un certain temps, eh bien, il y en aura 5 dans la source chaude et 5 dans la source froide. Il y a une espèce d'équité du nombre d'atomes à gauche et à droite. Et quand on atteint cette équité, le système est dit à l'équilibre, il est dit aussi mort. Donc il y a la thermodynamique proche de l'équilibre, loin de l'équilibre. Donc il y a un Belge qui s'appelle Ilya Prigogine qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'entropie. Il s'est rendu compte que quand on mettait un liquide entre une source chaude et une source froide, une plaque chaude par exemple, une plaque froide, les molécules, si on met entre les deux plaques un liquide, le liquide va être agité et il va aller rejoindre la plaque supérieure plus froide. Et il ne va pas se contenter d'un transfert thermique, il va entraîner avec lui des molécules, ce qu'on appelle un mouvement de convection. Donc on se dit, plus on va augmenter l'écart de température entre la plaque chaude et la plaque froide, plus on va agiter le liquide, on va arriver à un désordre. Non, il apparaît à un moment donné un ordre dans le désordre, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est comme si le liquide refusait l'excès de chaleur qui l'amènerait vers le chaos. Il va enfermer cet excès de chaleur dans des formes organisées qu'on appelle des structures dissipatives, et donc cette instabilité d'un liquide visqueux entre deux plaques, une chaude et une froide, ça s'appelle l'instabilité de Rayleigh-Bénard. Et donc il apparaît un ordre dans le désordre. Et donc, les cellules, en permanence, se maintiennent dans un déséquilibre. Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire, parce qu'on enseigne beaucoup à l'université la thermodynamique, la science qui s'occupe de la façon dont la chaleur est transférée, proche de l'équilibre, ou à l'équilibre, mais jamais loin de l'équilibre. Or, le vivant est toujours loin de l'équilibre. Exactement. Une membrane, vous avez un déséquilibre entre la concentration en sodium et en potassium. Il y a plus de sodium à l'extérieur de la membrane cellulaire qu'à l'intérieur, et pour le potassium, c'est l'inverse, ce qui fait que ce déséquilibre ionique entre le sodium et le potassium crée un potentiel transmembranaire qui est de l'ordre de 100 millivolts sur une petite pellicule d'un micromètre, ce qui fait 100 000 volts par centimètre ou 10 millions de volts par mètre, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Si un électronicien, on appelle ça un condensateur, faisait un tel condensateur, il y aurait des flammes électriques, si je puis dire, qui se dégageraient. Ouais. Mais vous voyez, tous les noms que vous avez évoqués là, moi, c'est la raison qui a fait que j'ai, dans ma programmation, c'est-à-dire dans la formation que je fais, si vous voulez, il y a plusieurs modules. Les 2 premiers modules, alors que je parle du vivant, mais les 2 premiers modules sont la physique quantique et la relativité. Pour simplement expliquer ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire pour comprendre quels sont les éléments qui nous permettent aujourd'hui de mettre à jour ce que nous pensions avoir compris. Et l'un des éléments qui ressort, si vous voulez, dans les fondements de la biologie, en tout cas de la physiologie, c'est ce qui renvoie à ce qu'a fait Prigogine, c'est la notion d'homéostasie. La notion d'homéostasie, qui est au fondement même du paradigme, si vous voulez, de la physiologie, a été mal, si vous voulez, compris et a été rattaché à la notion d'équilibre.
Or, on a entendu, moi j'ai vu même dans certains cours, montrer que l'homéostasie, le raccourcir, a quelque chose qui a un rapport avec l'équilibre. Or, on le voit bien avec Ilya Prigogine, avec tout le monde, quand on étudie par exemple la théorie du chaos, on voit bien que un certain niveau de complexité ne peut apparaître que loin de l'équilibre. Et que c'est ce transfert de travail, de tension qui est amené par l'éloignement du point d'équilibre qui suscite la construction d'un nouveau modèle pour pouvoir justement générer la complexité. Oui, vous avez raison. On pourrait définir le vivant ou une cellule comme un système hors équilibre, dissipatif, autorégulé, auto-organisé. Voilà. Et donc, quand un système est à l'équilibre, c'est un système qui est mort. Oui, exactement ça. C'est la même chose pour on essaye de voir quand est-ce qu'un cœur peut provoquer un problème, un infarctus. En fin de compte, il ne faut pas qu'il soit trop régulier. Il faut qu'il y ait une apériodicité dans la périodicité. Exactement. Et donc, un système complexe est un système qui a une capacité à rebondir. Donc, il doit s'adapter. D'ailleurs, Ivan Illich avait défini le vivant comme la capacité que possède chaque individu à s'affirmer face au milieu et à prendre en charge sa propre transformation. Voilà. C'est une capacité d'adaptation, quoi. C'est ça. Et on meurt parce que un des signes du vieillissement, c'est de perdre son homéostasie et on va de plus en plus vers la régularité. Un jeune est loin de l'équilibre, puis au fur et à mesure, on se rapproche de l'équilibre jusqu'à l'équilibre mortel. Exactement. Et pourtant, aujourd'hui, quand on regarde par exemple les cours tels qu'ils sont enseignés, notamment quand on parle de régulation, par exemple, du système endocrinien ou même de la thermorégulation, quand on regarde les schémas, c'est toujours quelque chose de binaire. C'est-à-dire il y a une planche au milieu, sur un socle, et puis dès qu'il y a un déséquilibre, ça descend ici, ça monte ici. Et donc ça va entraîner toute une chaîne de causalité, mais de façon linéaire. Et là aussi, ça pose énormément de problèmes, parce que avec notamment la révolution cybernétique et les feedbacks, qu'ils soient négatifs ou positifs, on sait aujourd'hui que des causes peuvent être des conséquences elles-mêmes. Et donc, dans le vivant, aujourd'hui, nous n'avons pas, en tout cas dans ce que moi je vois dans les cours, nous n'avons pas non seulement intégré ces révolutions, les implications de ces révolutions, mais surtout, elles nous empêchent de percevoir toute la dynamique qu'il y a dans la complexité du vivant. Et ça nous enferme aujourd'hui dans une espèce de paradoxe où nous avons un tas de savoirs, nous avons découvert un tas de choses, mais nous sommes incapables de faire ce qu'il faut pour les assimiler et pour les intégrer. Oui, on pourrait dire, dans l'évolution, il y a des fois un animal peut avoir une hypertélie, c'est-à-dire un organe qui se développe excessivement, comme certains animaux qui vont avoir des bois absolument monstrueux, donc ça alourdit la tête et c'est un handicap. On a sécrété comme une glande du savoir, mais on n'a pas pris le temps d'en faire la synthèse. Donc on souffre de ce qu'on pourrait appeler l'hypertélie du savoir, c'est-à-dire on crée du savoir, mais trop de savoir tue le savoir, c'est-à-dire, voilà. Et on a mal pris le message de Descartes. D'ailleurs, beaucoup de gens se disent cartésiens, mais ils n'ont pas lu René Descartes. Dans son discours de la méthode, il dit il faut diviser le problème en autant de parcelles qu'il se peut pour le mieux comprendre. Il voulait dire par là, c'est que si vous prenez un réveil, par exemple, un objet plus moderne, vous pouvez le démonter, d'ailleurs, avec une certaine facilité, puis vous vous retrouvez avec plein de pièces éparses et vous dites, mais comment je vais le remonter? Alors qu'il y a une facilité à démonter. Et c'est un peu la même chose pour Descartes. On devait démonter l'objet en autant de parcelles qui se peut, mais après reconstituer l'objet. Et on a oublié la deuxième chose. On pourrait dire découper le problème en autant de parcelles qu'il se peut pour ne plus le voir. Et on ne le voit plus. C'est une forme de dilution. Et donc le savoir s'est dilué, et c'est la dérive des continents. Donc on a des spécialistes, ils veulent pas s'aventurer dans d'autres savoirs parce que ça les met en péril, ça les sort de leur zone de confort. Et donc on a des continents de savoir qui se sont développés à gauche et à droite sans qu'on ait vraiment de lien entre ces savoirs, en tous les cas un dialogue entre ces savoirs. Donc c'est ça qui, à mon avis, va changer avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est par essence pluridisciplinaire, avec un savoir déterritorialisé, et donc l'homme, si
il ne prend pas la peine d'aller lui-même vers un savoir pluridisciplinaire et déterritorialisé, il sera écrasé par l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais effectivement, ça fait partie des points positifs, tout comme toutes ces personnes, tous ces chercheurs qui se retrouvent enfermés dans certaines formes de dogmatisme et qui ne peuvent plus du coup communiquer ouvertement et réfléchir sur les vraies questions scientifiques. Nous parlions hier de Jean-Pierre Petit, par exemple, qui disait très, très sincèrement, et je le comprends, qu'aujourd'hui, il préfère discuter avec une intelligence artificielle parce qu'au moins, justement, il n'y a pas ces a priori et il n'aura pas de conflit d'intérêt à aller tout sourcer et aller tout relier pour donner quelque chose de le plus abouti possible. Oui, tout à fait. Après, on a des étiquettes, des écoutes a priori. Bon, Jean-Pierre Petit, c'est un peu un personnage atypique. Voilà, il s'est intéressé aux ovnis, il s'est intéressé. Bon, mais il est toujours resté un très bon physicien. Et en plus, c'est assez rare parce que il est à la fois un bon expérimentateur et un bon théoricien. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Il y a très peu de physiciens qui ont su mener ces deux orientations avec brio. Il en fait partie, comme Enrico Fermi. Donc on peut lui rendre hommage, mais Georges Duhamel disait il n'y a pas de querelle d'idées, il n'y a que des querelles d'hommes. Et dans le dialogue, qui n'existe pas d'ailleurs, avec l'école française de cosmologie, et c'est tout simplement une querelle d'hommes, mais c'est pas une querelle d'idées. Malheureusement, parce que sinon il n'y aurait pas de querelle. Il apporte une réponse à 20 problèmes qui n'ont pas de solution dans les modèles standards. Donc, il fut un temps, on considérait qu'un modèle qui répond à 20 questions posées et que les autres modèles concurrents n'arrivent pas à résoudre, c'est un modèle qu'on doit prendre au sérieux. Sinon, on l'écarte tout simplement parce qu'il ne plaît pas. Ouais. Mais dans l'histoire des sciences, on a vu des modèles écartés. Je pense à celui de David Bohm, avec son holo-mouvement. Parce que ça plaisait pas. De même, à l'époque, Louis de Broglie avait développé une théorie de la double solution qui a été écartée. Et David Bohm a relancé le débat. Donc, des fois, la science écarte certaines voies parce que ça ne correspond pas à l'esprit du temps. Oui, mais c'est important de bien comprendre pour le grand public que les gens, ces scientifiques, donc qui ont pignon sur rue et qui décident, éloignent ou se débarrassent d'une théorie, non pas à partir de raisonnements scientifiques. C'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas systématiquement dans une forme d'honnêteté intellectuelle complète et que les débats d'hommes, comme vous dites, prennent parfois le dessus sur l'aspect scientifique. Vous comprenez qu'un scientifique qui a basé sa carrière sur un modèle et qu'un autre chercheur lui montre que son modèle est caduque, il ne va pas l'accepter. Max Planck avait résumé la situation en disant « La vérité ne triomphe jamais, ce sont les ennemis de la vérité qui finissent par mourir ». Donc voilà, même dans le domaine des sciences dites dures, on ne peut pas être objectif, il y a une intersubjectivité, comme disent les logiciens, ou une intersubjectivité, mais en tous les cas, effectivement, il y a des modèles qui ont été écartés. Je pense en particulier à un modèle de Lesage sur la gravitation, où il se passait des forces, mais il y avait pour lui un milieu dans lequel il y avait des particules ultramondaines qui entraînaient des différences de pression. Il retrouvait les lois de Newton. À l'époque, on n'avait aucun argument pour dire ce modèle est faux. Il a fallu attendre presque un siècle pour qu'on arrive à montrer que ce modèle avait ses limites et que voilà. Mais à l'époque, on n'avait pas d'argument et pourtant il a été écarté. Donc il y a des modèles qui sont purement et simplement écartés. Les premières personnes qui ont travaillé sur les cellules souches ont été écartées parce qu'une cellule souche qui pouvait dans un milieu devenir os ou cellule graisseuse ou cellule neuronale et que le milieu impulsait une transformation, une différenciation de la cellule, ça correspondait pas à l'esprit du temps. Donc il faut considérer qu'une idée, même si elle est géniale, elle aura du mal à s'imposer parce qu'il y a déjà des chercheurs qui ont fait leur carrière sur des idées différentes. Alors on dit que quand on propose des idées nouvelles, on a contre soi les ennemis, ce qui est normal, ceux qui développent une théorie différente. Après, il y a ceux qui sont jaloux
parce que vous avez réussi là où ils ont échoué, et donc ils considèrent que c'est pas moral que vous puissiez réussir. Puis après, il y a ceux qui ne pensent rien et qui sont vexés de leur manque de créativité, et c'est généralement les plus nombreux. Et Arthur Schopenhauer disait que le destin des idées innovantes, c'est d'abord d'être ridiculisé, puis combattu, puis après, elles apparaissent comme évidentes. Ouais. Et on oublie les gens qui ont lancé ces idées, qui ont parfois eu une carrière difficile. Parce que moi, si vous voulez, ça, c'est un aspect que je comprends et j'entends totalement. L'idée n'est pas d'avoir un aspect moralisateur là-dessus, c'est plus le fait de relever ce constat par rapport au grand public. Parce que le grand public, lui, n'est pas forcément au courant de ça. Il pense qu'il y a une intégrité permanente, que la science est purement l'objectivité, mais on oublie quand même que ce sont des hommes qui sont derrière ça. Et donc, en tant qu'humains... Des hommes et des académies. Oui, et des académies. Donc, qui dit académie dit institution. Donc, et ça, il faut bien comprendre les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir, et que du coup, l'opinion que doit se faire chaque individu, donc le peuple, par rapport à ça, doit prendre aussi un petit peu de recul et se donner les moyens de pouvoir se faire un avis personnel. C'est très important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs qui ont dédié leur vie à leurs travaux et à tout ça, et que c'est important aussi de pouvoir leur rendre hommage, même si d'un point de vue académique ou officiel, ce n'est pas fait. Voilà, c'est simplement... Oui, ça s'appelle de l'histoire des sciences ou de la philosophie des sciences. Par exemple, Charles Nicholl, qui recevra le prix Nobel de médecine ou physiologie, disait... il l'a reçu dans les années 20. Lorsque vous découvrez quelque chose de nouveau, on va vous dire que c'est faux. Vous allez démontrer que c'est vrai. Après, on va vous dire, c'est pas important. Vous allez demander, c'est vrai, c'est important. Après, on va vous dire, c'est déjà connu. Ouais. Après, j'ajouterais, on va vous dire, c'est pas rentable économiquement et c'est pas politiquement correct. Voilà. Donc, on a plein de, par exemple, dans le communisme, on refusait le Big Bang. Et un univers en expansion, et l'Allemagne nazie aussi. Donc on a combattu la relativité générale pour des raisons idéologiques. Et donc c'est le pouvoir qui a combattu des chercheurs. Certains ont payé de leur vie, comme Alexandre Friedman, qui a probablement été tué, parce que ça ne correspondait pas à la dialectique matérialiste. Donc c'est intéressant parce qu'il peut y avoir un pouvoir politique qui vient s'opposer à une idée parce qu'elle est dérangeante pour le maintien de ce pouvoir, ou des académiciens qui ont fait une carrière sur d'autres idées. Donc les idées ne sont pas neutres, elles sont imprégnées de l'esprit du temps où elles ont été produites, et puis des autorités de l'époque. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'à une époque, il y a eu un combat titanesque entre ceux qui pensaient que l'atome existait et ceux qui pensaient qu'il n'existait pas. Il y avait un chimiste qui s'appelle Wilhelm Oswald qui s'était opposé à Boltzmann. Il y a eu des querelles à coups de parapluie, mais quand Jean Perrin, en 1907, a apporté l'expérience décisive montrant que les atomes existaient, parce qu'il avait fait une évaluation du nombre d'Avogadro, et qui prouvait que l'atome existait, les ennemis se sont rangés à cette idée parce qu'on leur avait apporté la preuve. C'est ce que j'appellerais l'évolution normale d'une science. La science, comme disait Max Weber, ne cherche pas à atteindre la vérité, qu'elle n'atteindra jamais, mais elle pose des problématiques qui seront affinées par d'autres chercheurs, et de chercheur en chercheur, la problématique de départ va évoluer. C'est pour ça qu'en science, même dans la quête, les questionnements sont beaucoup plus importants que les réponses. Les réponses sont là pour affiner les réponses et pas pour trouver une certaine forme de vérité. Oui, personne ne peut prétendre à la vérité. La seule chose qu'on puisse prétendre, c'est d'essayer d'être cohérent. Et même en étant cohérent, on n'est pas sûr d'être dans le juste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, au moins d'essayer d'être honnête intellectuellement et d'essayer d'être honnête. René Thom avait dit, attention, on est cohérent par rapport à quoi? Ça me rappelle une anecdote où je venais chaque année à un congrès de biostatistique, et puis il y avait un chercheur qui venait avec sa femme. Puis un jour, je vois pas sa femme, donc je lui demande, votre femme, elle est pas bien? Il me répond, si, elle va bien, mais par rapport à qui? C'est toujours par rapport à qui? C'est cocasse, mais c'est... Voilà, on est toujours dérangeant. Les talons, que ce soit le divin ou l'esprit du temps.
Donc, je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est Janus, hein, c'est le meilleur et le pire, va obliger les gens à sortir de leur territorialité, et on va avoir un savoir qui sera plus déterritorialisé. En plus, je pense que ça va amener les gens à aller chercher au fond d'eux-mêmes la spécificité de l'être humain qui est l'intuition, plutôt que d'avoir un savoir prédigéré et enseigné. Ce qui est malheureusement encore aujourd'hui quelque chose que l'on voit beaucoup. Et vous le disiez très bien tout à l'heure, aujourd'hui, une révolution scientifique, parce que c'était ma question de départ, une révolution scientifique ne peut être détachée de son histoire. Ah oui, c'est-à-dire que si on veut comprendre véritablement les implications de cette révolution, nous devons de connaître les circonstances d'apparition de cette révolution. Ah oui, tout à fait. Bah, regardez, quand on considérait que la Terre était le centre du monde, le géocentrisme, ça s'opposait à la vision qu'avait l'Église sur la suprématie de la Terre et de l'homme. Voilà. Et il a fallu du temps pour passer du géocentrisme à l'héliocentrisme. C'est ce qu'on appelle une révolution copernicienne. C'est ça. Donc il y a plein de blocages qui peuvent s'insinuer dans le déroulement de la science parce que ça ne correspond pas à ce que l'époque pense. Ouais. Mais c'est vrai que cette inertie qu'on essaye du coup de combattre un petit peu avec nos moyens se pose la question des outils qui sont à notre disposition aujourd'hui pour dépasser en fait, pour dépasser ce cap et dépasser ces fonctionnements que nous avons de toujours prendre du retard par rapport à ce que l'on sait véritablement et le fait d'accepter que la science, c'est quelque chose qui est en permanente évolution et que lorsque l'on sait quelque chose, en fait, on croit quelque chose. Ben oui, chaque nouvelle discipline crée une nouvelle ignorance. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Oui, Maurice Maeterlinck, qui était plus sévère, il disait que, effectivement, l'atome, c'est une hypothèse qui a été émise 5 siècles avant Jésus-Christ. Il disait, si on avait choisi la voie subliminale, c'est le terme qu'on utilisait pour intuition, on aurait été beaucoup plus loin et de beaucoup plus loin. Et il disait que l'intelligence, c'est la léthargie de l'esprit humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette notion de mystique de preuve, est-ce que les mathématiques peuvent prouver qu'ils sont logiques et qu'on passe d'une proposition à une autre, mais est-ce qu'on peut être dans la même vision au niveau de la physique? Personne. Mais ils peuvent aussi démontrer leurs propres limites. Ah oui, bien sûr. Ça fait partie des lois du romancier et essayiste Arthur C. Clarke qui disait lorsqu'un scientifique, première loi, élégant en temple argenté vous dit qu'une chose est possible, il a probablement raison. Si ce même scientifique vous dit qu'une chose est impossible, il a probablement tort. Pour sortir des limites du possible, il faut oser aller au-delà, visiter l'impossible. Et une technologie suffisamment avancée, troisième proposition, ne peut pas se distinguer de la magie. Donc, voilà, je crois que, effectivement, si on reprend, parce que c'est une théorie actuelle, le modèle Janus, on voit bien que ça s'oppose à la vision, parce que c'est une vision topologique, c'est une extension de la relativité d'Einstein. Exactement. On dit souvent que les gens sont indépassables, mais on a vu ça lorsque Thomas Young a fait ses expériences pour prouver que la lumière était ondulatoire, ce qu'on appelle les fentes de Young. Et il y a eu Lord Brougham, qui était un physicien de l'époque, a dit « Qui est ce jeune médecin qui ose contredire le grand Newton ?» On peut dire « Qui est ce vieux physicien qui ose contredire Albert Einstein ?» On a l'impression toujours qu'il y a des figures indépassables. C'est ça. Et finalement, les pères fondateurs d'une discipline acceptent qu'ils soient dépassés. C'était le cas de Freud aussi. Qui avait dans l'avenir d'une illusion, qui disait finalement tout ce que j'ai pu concevoir de l'esprit, tout ça n'est peut-être qu'une illusion et elle sera balayée par l'avenir de ma discipline. Mais pour en revenir au modèle Janus, effectivement, on voit aussi qu'au-delà de ce que vous venez de dire, nous n'apprenons pas de l'histoire.
C'est pour ça que l'histoire est aussi importante. On a quand même vu à quel point la topologie, cette science, a amené parmi les plus grandes révolutions. Les travaux qu'avaient fait notamment, que ce soit Grothendieck, que ce soit Poincaré, qui ont amené à l'avènement notamment de la théorie du chaos et de la relativité, qui ont permis de... C'est ce qui a permis à Einstein, pour sa relativité, de spatialiser, de géométriser l'espace, et qui lui a permis d'atteindre son apogée. Donc aujourd'hui, la seule chose que proposent les éléments topologiques supplémentaires, c'est ça en fait, c'est d'aller encore plus loin dans cette démarche. Oui, c'est assez intéressant puisque Lobachevsky et Riemann, qui étaient des purs mathématiciens, se sont posé la question d'une géométrie courbe. Et à l'époque, personne n'avait envisagé qu'il y aurait une application qui s'appelle la cosmologie. Oui. Voilà. Alors, la vision dans l'espace, c'est un don. Donc, Jean-Pierre Petit a ce don de voir dans l'espace. Donc, voilà. Il a une approche très visuelle. Et donc, il avait travaillé d'ailleurs avec Bernard Morin, qui est un mathématicien aveugle. Il devait faire les dessins, donc oui, il a le tour de force et d'essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête d'un mathématicien aveugle. Et le tandem a bien fonctionné. Tout à fait. Ensuite, le fait d'avoir été un expérimentateur, il a les pieds sur terre. C'est pas dans un monde éthéré. Et puis après, il avait une formation théorique et une fibre théorique. Donc les trois réunis, la vision dans l'espace, la topologie. Plus les pieds bien sur terre et plus l'envie de faire avancer sa discipline, on fait le reste. Oui, il y a plein par exemple, qui aurait pensé que les travaux de la relativité restreinte auraient débouché sur le GPS, ou que les équations de Maxwell allaient révolutionner le monde, puisqu'à l'époque, les pigeons voyageurs étaient plus pertinents et applicables rapidement que les ondes électromagnétiques. Donc, il y a des fois, on ne sait pas ce qu'une découverte va donner. Oui, tout à fait. Et moi, je vous parle vraiment de cet aspect topologique parce que pour moi, c'est une dimension qui me fascine. Et on le voit parce que moi, c'est vraiment l'aspect du vivant qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse en fait à la science, aux sciences dures, pour ensuite comprendre comment ça se transfère sur le vivant. Et on le voit bien aujourd'hui, notamment quand on étudie l'embryologie. Cette notion topologique, elle est fondamentale justement pour comprendre comment est-ce que les mécanismes se mettent en place et à quelle sous-couche d'intelligence est-ce que ça peut répondre. Et donc, on en parle pour l'embryologie, donc du coup, pour tout ce qui constitue le vivant, c'est-à-dire que même l'organisation des protéines, tout ce qui se passe dans une cellule, on voit bien qu'il y a une intelligence topologique que nous ne comprenons pas encore, mais qui nous permettra certainement de faire des progrès immenses dans la notion même de relation qui nous est si chère. C'est le cœur de la physiologie, la forme et la fonction. Exactement. Est-ce que la forme entraîne la fonction ou la fonction entraîne la forme? C'est dans les deux sens. Donc on peut dire que peut-être les formes ont été choisies pour optimiser la dimension vibratoire. Peut-être cette dimension, on ne l'a pas assez explorée. Exactement. Pourquoi une double hélice? Pourquoi une triple hélice pour le collagène? C'est ça. Etc. Je pense qu'on a un point où on a un déséquilibre qui est trop important. L'idée n'est pas de renier tout ce qu'on a pu acquérir de fondamental au niveau, je dirais, de la matière, de tout ce qui est corpusculaire. Mais par contre, il faut donner aujourd'hui, je pense que ça a suffisamment été démontré, une part beaucoup plus conséquente à ce qui est invisible, tout ce qui est vibratoire et tout ce qui est même lumineux. Parce que, juste pour un exemple, moi je parlais du coup tout à l'heure par rapport au cours des biophotons. J'expliquais que par rapport à une étude qui avait été faite et dans la façon dont on étudie le cerveau à partir de sa luminescence et des biophotons qu'il rayonne, eh bien en fait, cela nous oblige à reconsidérer la vision anatomique que nous avons d'un cerveau qui serait purement une centrale électrique. Oui, ça ne tient pas la route parce que justement, selon les lois de la thermodynamique, l'électricité, un courant qui circule échauffe. Or, le cerveau n'est pas échauffé. Donc, il y a des... Exactement. Thomas Heinbourg et Hahn ont envisagé des solitons. Enfin, bref, il y a plein de choses qui sont à reconsidérer et je pense que
À une époque, il y a eu un tandem entre la physique et les mathématiques Oui. qui a bien marché. Maintenant, il faut qu'il y ait un tandem entre la physique et la biologie. Je pense que la biologie est dans l'état de ce qu'on appelait les sciences naturelles. Il y avait beaucoup de données et on n'avait pas de lien. Et donc, quand on a commencé à comprendre que l'unité fondamentale du vivant, c'était la cellule, c'était déjà un début. Maintenant, on sait que c'est la cellule et le tissu conjonctif. Ça a été une façon de donner une autre interprétation au vivant. Sinon, après, un peu comme en botanique, on classait et on n'avait pas toujours conscience de la proximité des choses classées. Eh bien, écoutez, pour terminer, je vais vous laisser le dernier mot de la fin. J'aimerais que vous puissiez simplement me dire ce que, à ce jour, par rapport à tout ce que vous avez vécu, appris, ce que vous évoque la notion de complexité. La notion de complexité, c'est la non-linéarité. Un système est dit complexe quand il comporte déjà beaucoup d'informations ou d'éléments qui interagissent entre eux. C'est aussi la non-linéarité, c'est-à-dire que la cause agit sur l'effet, l'effet agit sur la cause. Et puis la complexité, c'est prendre en compte les interactions. Donc être intelligent, comme on a dit étymologiquement, c'est comprendre les liens entre les choses. Donc les sciences complexes doivent intégrer justement ces différents outils, parce qu'effectivement, si on n'utilise qu'un seul outil pour étudier la complexité, on est dans la simplexité. On pourrait dire que la complexité, c'est un appel à la pluridisciplinarité, et donc chaque discipline peut apporter un regard neuf sur ça. Donc effectivement, la complexité, on en a beaucoup parlé, c'est chaos déterministe, c'est plein de choses. On a beaucoup de choses à apprendre, et puis surtout, on peut retenir une chose, c'est plutôt rassurant dans l'évolution des idées, c'est l'effet papillon. Un battement d'aile, je ne sais pas, au fond du Gard, peut provoquer un ouragan à l'Élysée. C'est-à-dire que quelque chose d'insignifiant peut être amplifié, et c'est Poincaré qui avait compris ça avec son travail sur les équations différentielles non intégrables. Il s'était rendu compte que quand il y avait des petites variations insignifiantes, elles pouvaient être amplifiées et provoquer l'équivalent d'un ouragan à partir d'un battement d'aile. C'est aussi ça. Donc Margaret Mead disait « Ne doutez pas qu'une poignée d'individus motivés et intelligents puisse changer le monde, c'est toujours de cette façon que ça s'est produit. » Donc l'effet, c'est la théorie des exceptions qui fait que les choses changent. Donc c'est pas la masse critique, mais l'information critique qui peut, à partir d'un élément qui peut paraître insignifiant, entraîner une véritable révolution. Philippe Bourboula, je vous remercie beaucoup. Merci, à vous aussi. Pour vos questions.